Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bienvenue donc à cette émission, une émission consacrée aujourd'hui aux attaques contre la MINUSMA et les conséquences donc des violences dans le nord du pays et également dans le sud du pays avec ces attaques donc contre la MINUSMA à Bamako. Nous allons donc faire le point avec nos invités. André Bourgeot, spécialiste du Sahel, Rachida Achouri, porte-parole de la MINUSMA, Chaka Tieblé Ndoumbia du Centre d'analyse politique et économique. Nous allons recevoir juste dans quelques minutes également Boubacar Bokoum qui est politologue. Merci à vous messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Petingiara est à la mise en œuvre. Studio Tamani. Régulièrement frappé par les attaques dans le nord du pays. Depuis son déploiement en juillet 2013, la force de l'ONU a essuyé il y a quelques jours 2 attaques, la visant directement à Bamako. Selon des sources sécuritaires maliennes, la première a visé une patrouille de la MINUSMA, une résidence du moins des agents de la MINUSMA. La seconde donc, une patrouille de la MINUSMA, un casque bleu a été tué et un autre grièvement blessé par des tirs d'assaillants non identifiés dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2015 donc à Bamako. Lors de l'attaque du 20 mai, un homme armé avait donc tenté d'incendier un véhicule de l'ONU garé devant une résidence de personnel de la MINUSMA à Bamako, faisant un blessé. L'attaque avait apparemment pour but de faire sortir le personnel qui résidait donc dans cette résidence afin de l'attaquer à l'arme automatique et à la grenade selon les enquêteurs. Pendant ce temps, rien ne va sur le terrain au nord du pays. Des milliers de personnes fuient les combats, créant une situation humanitaire désastreuse à quelques jours seulement de la saison des pluies au Mali. Alors, est-ce que ces attaques contre la MINUSMA, contre les casques bleus, sont le résultat de la position de la MINUSMA affichée par Hervé Latsous, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU lors de la cérémonie du 15 mai à Bamako, dont le diagnostic de la situation était contraire à celui du président Ibeka, notamment sur la situation, sur la violation du cessez-le-feu. Rachida Achouri, porte-parole de la MINUSMA. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Mon nom est Radia Achouri et je suis porte-parole de MINUSMA. Suite à ce que vous avez dit, je crois qu'il faut tempérer un petit peu ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de vrai, mais il faut tempérer certains aspects. Je dois signaler d'abord que les attaques que la MINUSMA a subies ne sont pas des attaques qui sont nouvelles. Nous avons connu depuis notre déploiement dans le pays à partir du 1er juillet 2013 quelque chose comme 80 attaques qui ont ciblé la MINUSMA sous diverses formes. Et les attaques, je vous cite simplement quelques chiffres. Sur la MINUSMA, par exemple, il y a eu une recrudescence d'attaques contre la MINUSMA. À titre de comparaison, depuis notre établissement et jusqu'à la fin d'avril, on a subi 38 attaques. Et depuis janvier jusqu'à mai 2015, on a subi exactement le même chiffre, à savoir 38 attaques. Pourquoi ? Parce que la MINUSMA est la force impartiale la plus visible sur le terrain. Donc, par conséquent, nous sommes la cible de plusieurs acteurs possibles. Bien entendu, il y a toujours la piste terrorisme, il y a toujours les narcotrafiquants, il y a beaucoup de choses. Je dois signaler également que ce que nous avons enregistré en tant qu'attaque, ne serait-ce que à l'usage d'explosifs, 75, je dirais, la plupart de ces attaques ont ciblé essentiellement les civils, particulièrement dans la région de Tombouctou, durant les incidents sécuritaires et les attaques qui ont eu lieu
récemment, pendant le mois d'avril, le mois de mai, 70% de ces attaques ont ciblé particulièrement les populations civiles, encore une fois, sous diverses procédés, quoi. Donc, oui, les attaques contre la MINUSMA se sont accrues, certes. Les chiffres que je vous ai donnés sont assez indicatifs. Maintenant, les liés à d'autres événements, je dirais que non. L'explication que nous avons de ce phénomène, c'est ce que je viens de vous dire, à savoir que la MINUSMA est la force la force impartiale, la plus visible sur le terrain. Un petit parcours de ce qui se passe sur le terrain. Vous avez une présence très 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 réduite des forces maliennes, de sécurité malienne, soit sécurité, soit les forces armées maliennes, très réduites au nord du fleuve du Niger. Vous avez une présence de narcotrafiquants sur les 3 routes principales du narcotrafic qui lie le Mali à des pays autres que le Mali. Alors, Radia, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez, bien entendu, avec tout ça, des affrontements entre des groupes armés appartenant à des mouvances politiques qui sont parties prenantes au processus d'Alger. D'accord, nous allons faire le point de la situation dans le nord du pays, Radia. Je rappelle que vous êtes porte-parole, Radia Achouri, vous êtes porte-parole de la MINUSMA. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, nous avons également en ligne de Paris André Bourgeot. Bonjour André Bourgeot, dites-nous aujourd'hui, est-ce que ces violences qui se transportent dans la capitale ont un lien avec la situation politique ? Oui, probablement, mais je crois que le problème de fond est le fait que beaucoup de propos critiques ont été émis à l'encontre justement de la MINUSMA. L'intervenante précédente faisait référence à 2 ou 3 reprises à propos de l'impartialité de cette mission de la MINUSMA. Or, à l'entendu et à la vue de ce que je peux savoir, c'est exactement le contraire, puisque les populations, tant celles du Nord que celles du Sud, sont éminemment critiques justement sur le comportement qui serait des comportements partiaux, voire partisans de la MINUSMA à l'égard de certains groupes armés. Alors, à titre d'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais lorsque le GAPIA, c'est-à-dire les groupes armés IMRAD et alliés, ont pris Ménaka et ont bouté le MNLA de cette ville du septentrion malien, le MNLA a demandé à ce que la MINUSMA intervienne pour demander au GAPIA de déguerpir, donc de Ménaka. Et qu'a fait la MINUSMA ? La MINUSMA a considéré, sans enquête au préalable, qu'il y avait eu rupture du cessez-le-feu par le GAPIA et qu'en conséquence, il fallait donc que le GAPIA quitte Ménaka. Au profit de qui ? Au profit, bien sûr, du MNLA. On aurait pu penser que un des objectifs de la MINUSMA est de protéger les populations civiles et d'aider à la restauration de la souveraineté nationale sur le territoire national malien. Dans ces circonstances, on aurait pu penser que la MINUSMA fasse comme proposition le retour de l'armée malienne à Ménaka, ce qui aurait permis effectivement d'affirmer la souveraineté sur le territoire malien. Donc des critiques assez vives quand même ont été formulées à l'encontre de la MINUSMA. Donc dans un contexte politique aussi qui est particulièrement douteux compte tenu du fait que les accords d'Alger n'ont pas encore fait l'objet de signature de la part de toutes les parties. Donc il y a probablement des forces politiques et militaires qui ont intérêt aussi à ce que la paix ne revienne pas dans ce pays. Et en second lieu, ce qui me paraît quand même aussi intéressant, c'est qu'il y a maintenant des tentatives de déstabilisation généralisée sur l'ensemble du territoire. Je fais référence ici, il y a quelques mois, je crois, au bar, restaurant et terrasse où il y a eu une attaque d'AQMI sur ce bar-là, et depuis, sur les Occidentaux. c'est pratiquement chaque jour,
il y a des attentats kamikazes ou bien des obus qui sont tirés sur les camps de la MINUSMA. Le problème est le suivant pour moi. Quels sont ces groupes qui attaquent la MINUSMA? Est-ce que c'est des groupes armés narco-djihadistes ou bien est-ce que c'est des groupes armés narco-laïcs? Il serait important de savoir quels sont les auteurs de ces attentats. Merci beaucoup, André Bourgeot. Je rappelle que vous êtes chercheur et également spécialiste du Sahel. Alors, Boubacar Bokoum, vous êtes politologue. Dites-nous si ces attaques contre la MINUSMA ont un lien avec la situation politique. Merci. Je commence d'abord à saluer tous les auditeurs de Studio Tamani et m'incliner très pieusement pour tous les morts que ce conflit a engendré, que ce soit du côté de la MINUSMA ou que ce soit du côté des soldats et des populations civiles, malheureusement. Et ce que je voudrais dire, je ne pense pas que la situation politique soit totalement liée à ce qui vient de nous arriver. Malheureusement, je pense que la population malienne attend beaucoup de la MINUSMA. Ce qui importe pour la MINUSMA d'avoir une très bonne communication pour que les gens comprennent exactement quel est le mandat réel de la MINUSMA. Et de ce point de vue, ceux qui attaquent aujourd'hui la MINUSMA sait très bien qui les attaque. Ce n'est quand même pas l'État malien. Donc, ce qui est sûr, en face, les gens qui attaquent, il y a une grande confusion parce que nous avons déjà entamé le processus de l'accord d'Alger, ce qui a été accepté par la communauté internationale. Donc, il est évident aujourd'hui qu'il faut aller à l'application de ces accords. Dès lors qu'on rentre dans l'application de ces accords, il est évident que ceux qui refusent de signer l'accord se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, sont forcément complices de ceux qui attaquent la MINUSMA. C'est eux qui n'ont pas intérêt aujourd'hui qui est la paix. Alors, donc, cela Hervé Latsou l'a signalé, il n'est pas question de prendre les armes contre ceux qui n'ont pas signé aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord qu'il ne faut pas prendre les armes contre ceux qui ne les ont pas signés. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mesures à prendre contre ceux qui ne les signent pas? Quel genre de mesures? Aujourd'hui, la MINUSMA a un mandat. C'est de protéger les populations civiles. D'abord, avant que la MINUSMA ne protège les populations civiles maliennes, il faut que la MINUSMA elle-même soit capable de se protéger. Donc, si aujourd'hui il y a des attaques contre la MINUSMA, mais qui attaque la MINUSMA? Mais si le mandat aujourd'hui de la MINUSMA ne permet pas à la MINUSMA de réagir, c'est que les experts de la MINUSMA qui connaissent le fond du problème doivent faire des rapports détaillés et sans complaisance qui doivent être acheminés aux Nations Unies pour que les Nations Unies prennent des résolutions capables de les aider à résoudre définitivement ce problème. Alors, pensez-vous que les rapports ne parviennent pas au Conseil de sécurité? Écoutez, je ne dirais pas que les rapports ne parviennent pas, mais j'estime que peut-être que les Nations Unies n'ont pas toute l'analyse. Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la MINUSMA doit travailler de façon étroite avec les autorités maliennes. Et quand bien même, aujourd'hui, j'ai écouté certains de la MINUSMA qui critiquent les propos du président de la République, je pense que c'est un faux procès. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas des ingrats. Nous reconnaissons bel et bien ce que la MINUSMA a porté pour le Mali. C'est très important à le dire. Mais cela ne nous dédouane pas du fait que nous pouvons dire à la MINUSMA qu'elle n'est pas aussi parfaite, qu'il y a des défaillances à certains niveaux qu'il faut corriger. Et je pense que cela ne doit pas être pris comme étant réellement un problème. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous sommes donc présents sur le Facebook à travers notre page, également avec notre compte Twitter. Vous pouvez réagir à ce que vous entendez à travers cette émission. Nous sommes rediffusés par une vingtaine de radios à travers tout le pays. Alors, le débat d'aujourd'hui est consacré donc à la situation sécuritaire dans le pays, notamment les attaques contre les forces onusiennes. Alors, nous avons également avec nous Chaka Tcheblé Ndoumbia du Centre d'analyse politique et économique. Dites-nous aujourd'hui si ces attaques contre la MINUSMA sont liées aujourd'hui avec la situation sécuritaire, la situation politique du pays. Ok, merci Sidibé, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. J'ai écouté les précédents intervenants, je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, je partage quelques points de vue, mais en revanche, je m'oppose à certains points. Lorsque j'ai écouté la porte-parole de la MINUSMA, quand elle essaie de justifier ses attaques par leur impartialité, je me dis qu'en réalité, elle est dans son rôle, mais ce n'est vraiment pas
une thèse qui passe aujourd'hui, en réalité. Maintenant, la question que M. Bourgeois a posée, c'est la vraie question. Aujourd'hui, qui attaque l'aménagement ? Qui attaque l'aménagement ? Vous avez répondu par le fait que tous ceux qui ne sont pas dans le cadre du processus de paix peuvent être indexés comme ceux-là qui ont attaqué l'aménagement. Mais lorsqu'on regarde les attaques, au nord, ce n'est pas surprenant. C'est comme ça, les attaques au nord s'inscrivent dans un cadre logique. Mais quand il s'agit du sud, les attaques qui sont perpétrées ici, au sud, je veux dire dans la capitale bamakoise, je pense qu'il faut vraiment être un peu attentif, être objectif, attendre en réalité d'établir la matérialité des faits de ces attaques pour imputer à qui de droit. Les critiques contre l'aménagement, c'est tout à fait naturel. Et tout ce que Madame a dit, l'impartialité, eh bien, elle est dans son rôle. Les critiques, c'est naturel, mais en réalité, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas découvert, tant qu'on n'a pas pu mettre en place la réalité de ce qui s'est passé, de qui a attaqué l'aménagement, on ne peut pas dire que c'est dû soit aux critiques ou bien c'est dû à l'impartialité de la force onusienne. À mon avis, non. D'accord. Alors, nous allons partir du côté de Radia Achouri, porte-parole de l'aménagement. Alors, Madame Achouri, lors donc de l'attaque visant les casques bleus bangladais dans la capitale, on parlait de règlement de compte. Est-ce que cette thèse tient ? D'abord, permettez-moi de revenir sur ce qui a été dit sur l'impartialité ou la partialité de l'aménagement, notamment au sujet de Menaka. Je crois que tout le monde sait que ce n'était pas l'aménagement qui a déclaré qu'il y avait une violation du cessez-le-feu. Il y a le comité technique comité mixte technique de sécurité qui a été établi en vertu des accords de Ouagadougou, qui a établi qu'il y a eu violation du cessez-le-feu. Donc, et l'aménagement n'a pas pris parti pour l'une ou l'autre partie, elle n'a fait que rappeler aux parties leurs obligations, et elle n'a certainement pas fait ça en faveur d'une autre partie, qu'elle déjà empêche de reconquérir Menaka. Donc, ne mélangeons pas les choses. Et en fait, moi, je pose la question à tout le monde. Et si l'aménagement n'était pas présent à Menaka en empêchant la guerre de se tenir à Menaka, où il y a une population d'environ 35 000 à 40 000 personnes, même peut-être plus. Alors, Radia Achouri, nous avons du mal à vous entendre. Il faudrait peut-être vous isoler un tout petit peu. D'abord, je dois souligner que ce qui s'est passé, l'incident du 25 mai où on a perdu notre casque bleu du Bangladesh, là, c'est un incident qui est toujours qui fait toujours l'objet d'une instruction menée par les autorités maliennes, et les conclusions n'ont pas été arrêtées pour dire de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, est-ce qu'il s'agissait d'une attaque effectivement ou pas. Donc, là, c'est une mise au point très importante. Attendons d'abord que l'enquête que nous conduisons, que nous menons conjointement, mais elle est gérée essentiellement par les autorités maliennes en étroite collaboration avec la MINUSMA, attendons d'abord les résultats. Et je précise qu'il ne faut pas vraiment généraliser. La généralisation n'est pas... J'ai cru entendre quelqu'un, je crois, le dernier intervenant, qui a dit qu'il faut que nous ayons les bonnes analyses. Oui, nous tenons compte de tout ça. Nous essayons d'avoir l'analyse la plus approfondie possible pour que nous sachions exactement comment réagir à ce qui se passe, mais toujours dans le cadre de notre mandat, que nous respectons à la lettre et dans son esprit, avec toute impartialité, je le réitère. Donc l'analyse, nous la faisons, mais j'espère que tout le monde aussi fasse cette même analyse et ne pas tomber dans la généralisation. Oui, la dimension politique est importante dans ce qui se passe, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en termes qui impactent sur l'environnement sécuritaire, notamment le narcotrafic, qui n'est pas nécessairement un agenda politique, qui n'est pas nouveau au Mali et qui, selon nos estimations, ce sont des Maliens. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de Maliens narcotrafiquants ou terroristes ou autres? Ça, c'est
à déterminer. Une autre paire de C'est pour manches. ça qu'on a toujours demandé à ce que les coupables soient identifiés et soient traduits en justice en bonne et due forme pour que l'on sache qui fait quoi et que tout le monde assume ses responsabilités. D'accord. Et Alors, c'est pour ça concernant la que- situation oui. dans le nord du pays, le gouvernement malien, on sait, les investigations continuent donc sur cette question de l'attaque contre les casques bleus bangladais, des attaques qui sont revendiquées de part et d'autre. Aujourd'hui, le gouvernement malien estime aujourd'hui qu'il est difficile de faire le distinguo entre les groupes armés terroristes et ceux à revendication politique. Aujourd'hui, est-ce que le problème se pose en ces termes au niveau de la MINUSMA? Écoutez, le problème se pose pour tout le monde, pour tout analyste, pour toute personne qui opère ici. Écoutez, les frontières entre tel ou tel groupe ne sont pas nécessairement évidentes. Et c'est pour ça que M. Ladsous, auquel vous avez fait référence à plusieurs reprises, ou les intervenants ont fait référence à plusieurs reprises, il a bien indiqué que dans son appel à la coordination des mouvements Azawad de signer l'accord de paix, il a dit cette signature et votre engagement à respecter ce processus de paix permettra à toutes les parties, à tout le monde, que l'on fasse le compte, qu'on se compte, qui fait partie de quoi, et comme ça on peut démarrer sur une base solide. Donc, nous n'avons pas la réponse à la question qui fait quoi et quel est le degré de coopération où tel groupe et tel groupe se rejoignent, mais ce qui est évident, c'est que le Mali étant le Mali, il y a quand même des appartenances soit familiales, soit d'intérêt, soit conjoncturelles. Et donc, voilà la scène dans laquelle nous sommes en train de travailler. Et en fait, le processus de paix, Madame, particulièrement qu'entendez-vous dire, une fois on commence... qu'entendez-vous dire par le Mali étant le mais Mali? monsieur, vous n'arrêtez pas de m'interrompre, vous n'avez pas interrompu aucun de vos intervenants, alors laissez-moi... Ça fait deux questions que je continuer. vous pose, madame. Donc, vous avez eu largement le temps, plus que les autres, puisque nous parlons aujourd'hui de la situation qui prévaut au niveau de vos casques bleus. Il y a certaines précisions qu'on doit donc donner aux auditeurs. Aujourd'hui, quand vous dites que le Mali étant le Mali, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le Mali étant un pays avec une grande diversité de communautés, et il n'est pas, et tout le monde le sait, et je crois que c'est connu, dans la même appartenance, vous avez des individus qui appartiennent à des groupes différents. Alors, maintenant, vous me dites de faire une distinction, vous demandez à quiconque de faire une distinction très claire qui fasse la différence entre le narcotrafiquant, le rebelle, le terroriste, etc., c'est pas aussi évident que ça. Nous ne pouvons pas l'établir. Et c'est pour ça que la chance pour tout le monde, pour les Maliens en particulier, c'est d'avoir un processus de paix auquel toutes les parties, mais avec bonne foi et bonne volonté, pour que l'on puisse séparer les gens qui sont de bonne volonté pour travailler dans le sens de la stabilité, un Mali uni, un Mali souverain, un Mali pour tous les Maliens, et les éléments néfastes et qui posent un danger, un risque à la stabilité du pays. Et c'est pour ça que nous continuons à faire notre travail que nous faisons pour pousser vers l'avant le processus de paix, pour obtenir l'adhésion totale de la CMA, pour que ce processus de paix puisse être conduit avec le succès nécessaire. Et c'était les Maliens qui avaient demandé que le processus soit inclusif. Et je crois que l'inclusivité était mentionnée de manière très claire dans les accords de Ouagadougou et dans tout ce qui a été adopté après l'accord de Ouagadougou. Et c'est ça l'approche qui a été approuvée et endossée par la communauté internationale, notamment dans toute la littérature du Conseil de sécurité et tout ce qui est sorti du Conseil de sécurité. C'était d'approuver un processus de paix malien, intermalien, inclusif,
qui puisse assurer la durabilité d'un règlement définitif de la crise malienne. D'accord. Merci beaucoup, Radia Achouri. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la MINUSMA. Restez avec nous pour la suite donc, de cette émission. Alors, André Bourgeot, vous venez d'entendre la porte-parole de la MINUSMA nous donner quelques éclaircissements. Aujourd'hui, est-ce que le distinguo est-il possible? Est-ce que vous pensez que les partis, la médiation, voient cela du même œil que Bamako? Bon, par-delà la terminologie officielle de Mme Radia, je vais m'efforcer d'être bref en disant deux choses. La première chose, c'est que la coopération entre la MINUSMA et les autorités maliennes, il est bien évident que ça ne peut se faire que d'une manière étroite et en toute confiance. Et la deuxième chose que je rajouterais, c'est que ça ne peut pas non plus se faire indépendamment des points de vue émis et des propos tenus par les populations du septentrion malien. Quelque part, on est bien obligé de les prendre en compte lorsqu'on veut faire une analyse sérieuse et objective de la situation sécuritaire au nord. Or, il s'avère qu'à plusieurs reprises, les populations ont exprimé leur mécontentement dans le comportement de la MINUSMA. Face à ça, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'explication réelle et objective à l'encontre de ces propos. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ces attaques qui sont engagées contre la MINUSMA s'inscrivent justement dans ce contexte-là où les populations expriment leur mécontentement vis-à-vis de la MINUSMA. Et enfin, la quatrième chose, on en a annoncé trois, mais la quatrième chose est la suivante. Effectivement, j'ai le sentiment, mais vu de l'extérieur, qu'on est dans une confusion généralisée. Autrefois, la plupart du temps, lorsque les groupes armés narco-djihadistes intervenaient, ils revendiquaient leurs actions. Or, actuellement, sauf erreur de ma part, ces actions ne sont pas revendiquées par des groupes. Alors, et on peut effectivement penser que ça peut être des actions commises par des délinquants, par du banditisme, etc. En tout cas, par des gens qui ont intérêt à ce que la paix ne revienne pas dans le septentrion malien et maintenant d'une manière plus générale sur l'ensemble du territoire malien. Et s'il y a des gens qui n'ont pas intérêt au retour à la paix, c'est effectivement ceux qui sont de près ou de loin dans les réseaux narcotrafiquants. Ça veut dire que la drogue joue un rôle, j'allais dire, quasiment essentiel dans le retour à une paix éventuelle. Or, le problème politique est le suivant. Quelles sont les possibilités politiques et militaires de lutter contre le trafic de drogue? On dit que le Sahara, maintenant, et plus particulièrement le septentrion malien, est le carrefour véritablement de l'acheminement de toutes les drogues, et plus particulièrement de la cocaïne, et que ça joue un rôle extrêmement important sur le plan mondial. Donc vous voyez la complexité des choses. Et enfin, cinquièmement, pour que la sécurité revienne, il faut aussi un pouvoir politique étatique fort. Est-ce que c'est le cas? Vous posez la question à qui? Aux auditeurs, à vous et aux autres intervenants. D'accord, nous allons tenter de répondre à cette question avec nos politologues ici. Alors aujourd'hui, M. Bokoum, Boubacar Bokoum, vous êtes politologue. Est-ce que les pourparlers enclenchés donc à Alger, qui se poursuivent actuellement, comment voyez-vous l'issue de ces pourparlers? En fait, disons que je suis très, très optimiste par rapport à ces accords parce que déjà, ceux qui ne l'ont pas signé l'ont paraphé. Ça veut dire que quelque part, le message est compris. Alors, comment définir ces concertations? Est-ce que c'est des pourparlers, des négociations? Comment les définir? Oui, je pense que c'est juste des négociations. Ce n'est pas des pourparlers, ce sont des négociations. Parce des annexes ou bien du fond? Non, il faut un peu toucher le fond parce qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel dans l'application de l'accord, c'est qu'il faut aller au déploiement réel de l'armée malienne sur l'ensemble du territoire national. Donc, tant que ce problème de fond n'est pas résolu, le problème d'attaque, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que cela peut aller sans le cantonnement, sans le désarmement? Mais il le faut, c'est déjà prévu. Quand vous prenez déjà la résolution 2164, ben, c'est naturellement dans cette logique qu'on doit aller vers la démobilisation, vers le cantonnement et vers le redéploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire national. Donc le redéploiement intervient après ces deux actions, alors le désarmement et le désarmement. Oui, ils vont ensemble. Donc si on désarme, on cantonne. Si on cantonne, effectivement, le problème de fond maintenant qui est censé être le problème de développement qui ne concerne pas seulement que les régions du nord du Mali,
peut être un problème réellement posé en interne. Et je pense que déjà, on a une piste de solution par rapport à la régionalisation qui peut être une approche qui peut être renégociée, discutée et des approches réelles peuvent être trouvées par rapport à ça. Mais tant que la communauté internationale aujourd'hui n'aide pas le Mali à s'établir sur l'ensemble du territoire national, ça veut dire que, comme l'intervenant vient de le dire tout de suite, nous n'aurons pas un État fort. Parce que pour qu'on ait un État fort, il faut une armée bien structurée. Pour qu'on ait une armée aujourd'hui bien structurée, vu qu'il y a de l'urgence, il faut que la communauté internationale balise le terrain et occupe tout l'espace inoccupé par l'armée malienne, y compris Kidal, Menaka. Et quand j'ai écouté l'autre tout à l'heure en train de parler de Menaka, la porte-parole de la MINUSMA, elle revient encore sur le problème de Menaka. Alors que s'il s'agissait que si Gacha a violé les accords, naturellement, si la MINUSMA devrait intervenir, ce n'est pas pour faire revenir le MLNA. Donc si la MINUSMA est prête à occuper l'espace pour permettre un meilleur déploiement de l'armée malienne, oui. Sinon, autrement, voilà, la confusion va encore s'installer. Nous allons observer quelques secondes de pause et ensuite nous reprendrons le cours de cette émission avec la troisième et dernière partie qui est consacrée donc au retour du calme dans le nord du pays. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Vous pourrez donc retrouver toutes nos productions et même réécouter cette émission une fois finie. Alors, Chaka Echeblé Ndumbia du Centre d'analyse politique et économique, vous n'avez pas intervenu donc sur la question qui était sur le cantonnement, le désarmement, le distinguo qu'il faut faire avant ces activités. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Voilà, j'ai écouté tous les intervenants. Ce que moi je souhaiterais dire à ce niveau, c'est qu'en réalité, c'est là qu'il faut vraiment interpeller la communauté internationale. Aujourd'hui, vous voulez travailler pour la stabilité du Mali. Vous reconnaissez l'indépendance du Mali, l'unité du Mali. En revanche, il faut mettre de côté ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'est pas évident que les femmes soient cantonnées et qu'il y ait d'autres forces qui patrouillent sur le terrain. Ça va entièrement à l'encontre de tout ce que la communauté internationale s'est donné comme mission ici au Mali. Quand vous parlez de distinguo entre les forces rebelles et les narcotrafiquants... Est-ce qu'à partir du moment où le cessez-le-feu ne tient plus, on peut envisager cette approche? Eh bien, si le cessez-le-feu ne tient plus, il va de soi que la force reste à la loi. Donc la communauté internationale est là pour ça, à faire appliquer la loi. Aujourd'hui, madame... La communauté internationale, sous cette forme de l'ONU, dit qu'elle est là pour la protection des civils. Et bien, je me dis que même cette protection des civils a échoué. J'ai entendu le secrétaire général du Conseil régional de Gao qui disait que les Nations Unies ont échoué sur ce coup-là. Ils ont échoué pourquoi? Derrière chaque citoyen, vous ne pouvez pas avoir un casse-bleu. Ce n'est pas évident. Et donc, il faut travailler sur le terrain. Comment faire de telle sorte qu'il y ait moins de circulation d'armes? Vous parlez de distinguo entre les narcotrafiquants et entre les rebelles. Vous savez que ce n'est pas facile de faire cette distinction. Même déjà, j'entends les gens faire appel à la CEMA de signer l'accord. Avec cette pression, vous exercez une telle pression sur la CEMA de signer l'accord. Pensez que même en signant l'accord, ça veut dire qu'ils vont respecter. Vous savez qu'on a des intérêts distincts, des intérêts partagés dans cette question du Nord. Et donc, tant que ces intérêts-là sont partagés, il va de soi que la communauté internationale force ceci à rentrer dans le cadre du processus de paix. Tout ce qui se passe aujourd'hui à Mena, c'est une question purement stratégique et d'intérêt. C'est que c'est aujourd'hui occupé par les Gacha et ça constitue une entorse à leur mouvement, à la récupération de tous leurs intérêts. Et c'est ça qui est la réalité. La question du développement dont Bokoum a parlé, ça c'est autre chose. Ça ne les regarde pas. C'est ce que vous voulez dire aujourd'hui, mais ça ne les regarde pas. Ce qui les regarde, c'est leurs intérêts, les intérêts narcotrafiquants, le trafic des drogues, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. La difficulté que vit la population du Nord, ça ne leur dit absolument rien. Et donc, qu'ils signent l'accord. Qu'ils ne signent pas l'accord, ne soyez pas sûrs qu'avec cette signature, c'est vraiment la paix à la porte. Ce n'est pas évident. Alors, nous allons retourner du côté de Radia Achouri, porte-parole de la MINUSMA. Radia, comment voyez-vous l'issue de ces négociations, de ces concertations à Alger? Écoutez, d'abord, je dois préciser qu'il ne s'agit ni de pourparlers ni d'une négociation. C'est une phase de discussion qui a été envisagée avec toutes les parties, de toutes les personnes prenantes dans les pourparlers à proprement dit,
pour, une fois que l'accord soit signé partiellement ou totalement, qu'il y ait des discussions entre les parties prenantes pour éclaircir certains aspects de l'accord, pour préparer la mise en œuvre. La mise en œuvre de l'accord n'est pas mise en doute ni le texte de l'accord en lui-même, mais il s'agit tout simplement d'abord de forger ou de bâtir un climat de confiance entre des parties signataires et la partie qui a paraphé et qui n'a toujours pas signé, et d'obtenir leur signature dans les plus brefs délais. Il ne s'agit pas de réouvrir le texte dans l'esprit de la négociation, de la médiation, pardon. Ça n'a jamais été l'idée et elle ne le sera pas. Donc, pour rassurer tout le monde. Maintenant, notre perspective, écoutez, nous demeurons optimistes, mais pas un optimisme comme ça parce qu'on veut être optimiste, et on travaille sur cet optimisme pour qu'il devienne réalité. Et nous n'avons pas cessé, chacun de son côté, de la part de l'équipe de médiation internationale, de travailler d'arrache-pied pour justement obtenir la signature de la partie qui hésite toujours. Et comment on le fait? C'est ça, entre autres, l'objectif des discussions qui se tiennent actuellement à Alger. Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, pour revenir à la situation sécuritaire, et oui, les accords de cessez-le-feu tels que nous les connaissons ne sont pas respectés sur le terrain. Et donc, le deuxième chapitre des discussions, c'est d'obtenir un accord de cessation d'hostilité, un accord global sur tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire. Et voilà, donc c'est le deuxième volet. Le troisième volet des discussions, c'est justement les préparatifs de la part de la médiation et de ses mécanismes et de ses institutions, à savoir le comité de suivi d'évaluation et les sous-comités qui sont chargés chacune des 4 chapitres de l'accord de paix, d'entamer d'ores et déjà les préparatifs pour la mise en œuvre des travaux, ou en tout cas des mécanismes qui sont prévus dans l'accord de paix et de réconciliation nationale de Bamako. Donc, nous demeurons optimistes, mais nous continuons à travailler d'arrache-pied, mais bien entendu, comme tout le monde sera d'accord, que c'est aux Maliens, en fait, tous, c'est à eux de réussir cette phase très importante de ce processus, et pour assurer que cet accord ait l'adhésion de toutes les parties, parce qu'il en va de l'intérêt de tous les Maliens. Et donc, nous travaillons dans ce sens, et nous, la médiation internationale élargie, maintient sa pression, si vous voulez, mais il ne s'agit pas seulement de pression, mais surtout de permettre d'éclairer les malentendus des uns et des autres. Pour le retour donc de la confiance. Et voilà. Alors, pour revenir... L'essentiel du processus de paix, c'est la confiance. La confiance. Pour revenir à la situation du Nord... Pour revenir à la situation du nord du pays, rien ne s'arrange. La région de Tombouctou fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés humanitaires. Est-ce que la MINUSMA joue un quelconque rôle, non seulement dans le retour du respect du cessez-le-feu, mais aussi de la situation de ces civils qui fuient le combat? Écoutez, la MINUSMA, elle fait son travail. Mais le travail de la MINUSMA, d'abord, c'est pas de forcer le respect des cessez-le-feu, parce qu'on ne peut pas. Que quelqu'un me dise comment la MINUSMA doit forcer le respect des accords de cessez-le-feu. C'est une force de stabilisation. Oui, non, nous sommes une force de maintien de la paix. Nous n'avons pas mandat d'imposer la paix, c'est très clair nous sommes une opération de maintien de la paix classique. Et la stabilisation, madame? Pardon? La stabilisation. On parle de stabilisation dans le mandat de la MINUSMA. La stabilisation qui est envisagée dans le mandat de la MINUSMA ne prévoit pas le recours à la force pour imposer la paix. Là, il faut être très clair dessus. Et tout le monde peut voir ça dans notre mandat, c'est très clair. D'accord. Donc, on ne peut pas forcer que le cessez-le-feu soit respecté par la force. La population civile, oui, c'est une priorité primordiale pour la MINUSMA, mais monsieur... Nous avons 8000 hommes et quelques, dont
5500 qui sont des unités d'infanterie. Vous connaissez la superficie du nord du Mali. On ne peut pas mettre un soldat de la paix derrière chaque Malien et Malienne. Surtout que les attaques qui sont perpétrées, particulièrement celles qui ciblent les civils, elles se passent dans des lieux où la MINUSMA n'a pas de présence. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour ces précisions. Restez avec nous, ce débat n'est pas terminé. Alors, André Bourgeot, vous êtes chercheur, spécialiste donc du Sahel. Que dites-vous face à cette situation désastreuse humanitaire suite au combat, aux tensions dans le nord du pays? J'ai le sentiment que ça s'est sérieusement aggravé avec ce qui s'est passé récemment aux environs de Tombouctou, puisque j'ai lu quelque part qu'il y avait entre 20 et 25 000 éléments de la région de Tombouctou qui avaient fui le pays pour les pays étrangers ou on était parti sur Bamako. Donc non, je crois que la situation s'aggrave très, très sensiblement. Mais par ailleurs, quand on dit que la MINUSMA est pour le maintien de la paix, d'accord, mais en ce moment, on n'est pas du tout dans une situation de paix. Et encore une fois, si un des objectifs, c'est de protéger les populations civiles, je réitère ce qui a été dit par les populations, et les populations affirment d'une manière très très nette que la MINUSMA n'a pas assuré son rôle dans bien des situations. Je reprends au risque de me répéter, c'est que le problème de fond est qui contrôle l'acheminement, l'achat et l'acheminement de la cocaïne, plus particulièrement de la cocaïne, dans le septentrion malien. Et ça repose la question suivante, ces attentats ne sont pas revendiqués. Donc ça a quand même une signification politique que ce ne soit pas revendiqué. Merci beaucoup. Donc même si, je ne poserai pas le problème en termes d'optimisme ou de pessimisme, si la CEMA signe les accords de paix, c'est une très bonne chose. Je pense qu'elle ira dans ce sens. Ensuite va se poser le problème de la condition d'application de ces accords de paix. On établit des distinctions entre discussion, négociation et pourparler. Je ne saisis pas très bien ce qui se passe actuellement à Alger lorsque l'on dit c'est en discussion. C'est en discussion sur quoi? Sur les conditions d'application de l'accord, c'est-à-dire sur ce qui a déjà été négocié, ou bien c'est sur autre chose. Si c'est autre chose, on aimerait quand même aussi qu'il y ait une communication là-dessus, qu'il y ait une certaine transparence dans les négociations qui se font avec la médiation des autorités maliennes. Or, vu de Paris, en tout cas, je n'ai pas ce type d'information, donc ça sème encore un petit peu le doute. C'est sûr. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Boubacar Bokoum, pour une dernière réaction avant donc, la fin de cette émission. Merci. Je voudrais rectifier un truc que la porte-parole a eu à dire. Vous avez 1 minute. D'accord. Quand vous prenez le mandat de la MINUSMA est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, pour appuyer les autorités maliennes, stabiliser les principales agglomérations, notamment dans le nord du pays, et dans ces contextes, écarter les menaces et prendre activement des dispositions pour empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. Donc je pense que la MINUSMA a bel et bien mandat d'utiliser tous les moyens nécessaires pour effectivement qu'il y ait la stabilité. Donc quand madame dit que est-ce qu'il faut les forcer, je dis bon, s'il y a un problème d'application de ces textes, c'est qu'il faut signaler aux Nations Unies pour qu'un mandat plus fort leur soit donné. D'accord. Alors, Chaka Tcheblé Doumbia, pour une dernière réaction. Une dernière réaction, 2 points. Le premier point, c'est que... Très rapidement. Oui, c'est que M. Bourgeot vient de rappeler tout à l'heure. La situation humanitaire qui prévaut sur le terrain prouve déjà que la MINUSMA a échoué et qu'il faut revoir la mission de la MINUSMA, à commencer même en interpellant la communauté internationale. Le deuxième point, si ce n'est pas dans la mission de la MINUSMA d'intervenir par la force, il le faut aujourd'hui. En tout cas, il faut contraindre tous les mouvements qui sont armés à déposer les armes, sans quoi on ne peut pas avoir un soldat derrière chaque citoyen. Quelques secondes pour mettre fin à cette émission. Madame, vous avez la parole. Écoutez, le Conseil de sécurité va réviser le mandat de la MINUSMA prochainement. Il est souverain de sa décision. Il est, je crois, à prétendre dire avec confiance que les membres du Conseil de sécurité sont tout à fait au courant des souhaits de la population malienne à laquelle tout le monde s'est référé. Et voilà, donc
C'est tout ce que je peux dire et attendons ce que le Conseil de sécurité va décider sur cette question-là. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre patience. Merci également à vous, messieurs, pour la disponibilité. Merci à André Bourgeot, un grand merci à André Bourgeot pour sa disponibilité. À chaque fois que le studio Tamani vous fait appel, vous êtes présent. Merci beaucoup. Merci infiniment, messieurs. Chaka Tcheblin Doumbia, vous êtes avec nous. Boubacar Bokoum également, politologue et analyste. Merci pour votre présence. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Petit Ngara était à la mise en onde. Nouhoum Djire était à la régie vidéo. Merci à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cette émission. Bonsoir pour un autre débat demain à la même heure. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.